Alors, l'objectif du Zoom, poser des questions pour que justement, on va essayer d'éclairer le plus grand nombre que possible sur les préoccupations qu'ils auraient, dont ils n'auraient peut-être pas la possibilité de poser en live, ou peut-être justement, ils n'auraient pas la possibilité de prendre la formation et puis vraiment proposer leurs préoccupations. C'est vrai que ça va pas arranger tous les problèmes, néanmoins, ça peut déjà répondre aux préoccupations de plusieurs personnes. Est-ce que là, il y a des gens qui ont des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Bon, en fait, j'ai une question. En fait, déjà, merci beaucoup déjà pour tout ce que déjà tu fais pour le groupe. Merci aussi pour tout ce que tu fais dans le groupe privé, parce que moi, c'est maintenant que je me suis inscrit dans le groupe privé. D'accord. J'ai passé au peigne fin tout ce qui se passe. Et là, moi, ma préoccupation, en fait, c'est que je veux vraiment m'investir vraiment dans les cryptos, c'est-à-dire au niveau de l'investissement. D'accord. Mais la préoccupation, c'est un peu les transactions qui se font au niveau des plateformes, en fait. Ça veut dire quoi? Déjà, comment savoir que de tel crypto X, tu veux l'envoyer dans tel portefeuille via peut-être tel réseau qu'il faut utiliser? Comment savoir que c'est BP20, ERC20, bon, etc., quoi. Voilà. Donc, voilà un peu, moi, ma préoccupation, en fait. Souvent, je me perds un peu si je dois faire une transaction. C'est une préoccupation importante, vu que plusieurs personnes sont aussi dans cette situation-là. Il y a plusieurs mois, j'ai eu à faire une vidéo sur YouTube qui était relative au réseau. Là, ça fait déjà 1 an. Elle avait fait 2800 vues. Elle expliquait justement c'était quoi ERC20, BP20, TRC20 et tout, etc. Vous voyez là, si ça remonte vraiment il y a 1 an. Maintenant, sur le marché, bon, je vais utiliser 2 plateformes, en l'occurrence BingX. J'ai eu à faire une vidéo aussi qui expliquait ce que c'était BingX. C'est un exchange centralisé. Et il y a aussi Coinex, dont j'ai aussi expliqué l'utilité jusqu'ici. Alors, les réseaux, de façon générale, il faut savoir que lorsqu'on veut faire une transaction en crypto, on va maintenant parler d'adresse de réception. Ces adresses-là, c'est elles qui vont servir tout simplement à faire des transactions. Mais comment ça se passe concrètement? Là, je suis sur Coinex. Là, par exemple, je viens sur Actif, portefeuille spot. Et du Shiba, d'accord, de l'USDT. J'ai envie, par exemple, de recevoir de la crypto-monnaie. Pour recevoir cette crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'ai une adresse de réception. Et cette adresse de réception doit avoir un réseau bien spécifique. J'ai dépôt, retrait, trading, en l'occurrence acheter ou vendre, et j'ai le swap. Je veux déposer de la crypto-monnaie sur Coinex. Qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur dépôt. La première étape, c'est quoi? C'est la sélection du jeton, le réseau par lequel je vais envoyer cette crypto-monnaie. Tout en sachant que, de par la tokenisation, aujourd'hui, les projets peuvent évoluer sur plusieurs réseaux. Ensuite, j'ai 2, copier l'adresse. 3, soumettre une demande de retrait. 4, attendre la confirmation. 5, le dépôt est réussi. OK. Donc, on voit que pour le Shiba Inu, l'actif qui est sélectionné, j'aurais pu prendre un autre actif ici, par exemple de l'USDT, mais ici on a du Shiba Inu. OK. J'estime que je veux déposer les crypto-monnaies du Shiba Inu sur Coinex. Et ensuite, on me dit que ici, pour faire le dépôt sur le réseau ERC20, donc le réseau d'Ethereum, je suis conscient des risques ci-dessus. Donc, les risques qui ont été évoqués précédemment. Confirmé. Maintenant, quand j'appuie sur confirmer, on me fait sortir quoi? Une adresse. Alors, cette adresse, il y a le code QR que je peux directement scanner pour envoyer de la crypto, ou je peux directement venir ici, j'appuie sur copier. Et donc, lorsque j'appuie sur copier, cette adresse-là va me servir pour envoyer de la crypto-monnaie Shiba Inu ERC20 sur Coinex de par un autre portefeuille. Sur BingX, sur My Assets par exemple, à la partie Found, les recherches, je tape SHIB. J'ai Deposit, j'ai Withdraw, donc j'ai le dépôt, j'ai le retrait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais venir là, j'appuie sur Withdraw pour les envoyer sur Coinex. Donc, il me faut maintenant l'adresse qui va recevoir ça sur Coinex. Et donc, je viens ici sur retrait, Withdraw, pratiquement le même procédé. La crypto-monnaie, c'est Shiba Inu, et on me dit de sélectionner le réseau. Donc, à ce niveau, j'ai le choix entre le réseau ERC20 et le réseau BP20. Mais je sais déjà que préalablement, sur Coinex, le réseau qui m'est donné ici, c'est le réseau ERC20. Donc, c'est ce réseau que je vais choisir dans BingX. Donc, je viens ici, je choisis ERC20. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je vais coller l'adresse. Donc, on est sûr que j'ai choisi Shiba Inu, j'ai choisi le réseau ERC20 et j'ai choisi l'adresse qui correspond à l'actif et au réseau depuis Coinex. Minimum s'élève à 500 000 pièces de Shiba Inu. Si j'ai la possibilité maintenant de cliquer sur Withdraw, en l'occurrence sur retrait, parce que ce sont les détails relatifs à la transaction, mes fonds qui sont ici vont tout de suite venir où? Vont tout de suite venir ici sur Coinex. Jusque là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. C'est très clair. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Une autre question?
Non, ma question serait trop compliquée. Oh, allons-y, hein. Ah, ouais, alors en fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, Louise, Mhm, aujourd'hui, la BTC est montée de à peu près 5%, il me semble. mhm. Et je ne comprends pas justement pourquoi toutes les cryptos ne sont pas corrélées à sa montée et qu'elles ne sont pas montées en même temps que BTC. Mais on va directement aller sur le marché. Bon, alors je vais me mettre en daily. Sur le Bitcoin, on a cette grosse bougie volumineuse là, grande impulsion ici que vous voyez. En daily, on sort, on a cassé le support du biseau. D'accord? Ce biseau, il était cassé par le support. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, le prix, il a traîné. Il y a quelques mèches qui sont venues toucher ce niveau que j'appelle le niveau dangereux, pratiquement sur la barre de 25 000 $. Et donc, après, le prix, il a stagné comme ça pendant plusieurs jours avant de remonter. On a vu que c'est une impulsion qui est vite arrivée. Mais quand même, pour la grande majorité des cryptos, on a remarqué qu'il y a aussi eu cette impulsion-là. Le BNB a aussi eu cette grosse bougie verte. VeChain aussi a eu cette grosse bougie verte. Chainlink, grosse bougie verte. Lorsque Bitcoin a eu à prendre, a eu à faire cette grande impulsion, on a vu pas mal de crypto-monnaies aussi qui ont potentiellement eu, vous allez remarquer que c'est pratiquement la même chose. Regardez. Là, c'est toutes les crypto-monnaies actuellement présentent une impulsion de bougie verte, une impulsion de hausse. Regardez, toutes les crypto-monnaies ont suivi. Je vais me mettre en 1 heure. Vous allez remarquer que c'est pratiquement la même chose. Regardez. En 1 heure, nous sommes ici sur du high. Donc, 1 heure, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette grande bougie-là. Si je viens ici sur du Lina, on a eu aussi ce gros mouvement-là qui est en train de corriger. Je viens sur du BNB. On a eu ce gros mouvement qui est en train de corriger. Je viens sur du VeChain. On a eu ce gros mouvement qui va aussi potentiellement corriger. Je viens sur du Chainlink. Regardez. Donc, pratiquement tout le marché a réagi. Tout le marché réagit. Pourquoi? Tout le marché réagit de façon générale au mouvement de Bitcoin. Maintenant, la vraie question c'est pourquoi Bitcoin a réagi comme ça et est-ce que on peut considérer ça comme étant un retournement de tendance? Bon, moi je vais vous dire ce que je pense. Pour ceux qui se souviennent et qui regardent les vidéos, je vous disais tout simplement que sur Bitcoin, on a potentiellement un loop top, une figure de retournement baissier. Si on casse cette ligne de coup, on va plonger dans des niveaux plus bas. Bon, en daily, c'était potentiellement pas grand chose vu qu'on avait cassé ici une fois de plus le support du biseau qui potentiellement nous conduisait dans une grande baisse. Et donc, sur les unités un peu plus basses, on était rentré dans un range. Bon, normalement, le prix n'était pas aussi fort que ça. Le prix n'avait pas effectué un aussi gros mouvement pour essayer de repartir, toucher des niveaux intéressants. Regardez ici, à 1 heure, on était dans un range, d'accord? On était dans tout ce range-là. Et donc, dans ce range, c'était pratiquement un range de 25 000 $. Et donc, je vous avais expliqué à ce niveau que là, il fallait tout simplement qu'on casse à la résistance ici, si on réfléchit en termes de résistance, il fallait qu'on casse le haut du range pour essayer d'avoir un certain vert dans le marché. C'est ce qu'on avait eu. Après, tout de suite, le prix a réintégré le range. Qu'est-ce qui se passe? Le prix réintègre le range jusqu'ici, jusqu'ici, avant de faire quoi? Avant de nous montrer ce mouvement-là, d'accord? Une impulsion. Vous pouvez le remarquer, c'est différent d'une tendance. C'est toute une impulsion qui est là. Donc, est-ce que ça signifie que, parce qu'on a eu un Bitcoin qui est venu toucher les 28 000 $. Donc, est-ce que ça signifie aujourd'hui que le Bitcoin serait reparti à la hausse? Non. Je vais vous dire non. Pourquoi? Non, parce que en réalité, le Bitcoin a réagi à une news économique. C'était purement du fondamental. D'accord? Guerre anti-crypto. Grayscale remporte son procès contre la SEC aux États-Unis. Donc, c'est le fait pour Grayscale d'avoir remporté son procès contre la SEC aux États-Unis qui a engendré un mouvement de pump sur le Bitcoin. Voici pourquoi les gens ont acheté du Bitcoin. Et Bitcoin, comme c'est la reine, c'est le boss et tout, toutes les crypto-monnaies ont suivi. Vous allez remarquer, je vais vous les montrer par les bougies qui se sont formées. À quoi faut-il s'y attendre actuellement maintenant sur du Bitcoin? Ça, c'est la question qu'on se pose. On peut avoir un scénario selon lequel, déjà au fond, on a été rejeté à ce niveau-là, donc sur le niveau de 31 000 $. 31 000 $, c'est une résistance assez intéressante. On a été rejeté. Donc, quand on est rejeté, on devait normalement aller chercher de la force pour repartir. Mais cette force n'a pas été assez considérable. Pas étonnant que le prix ait traîné ici. Ici, je ne peux pas réellement considérer ça comme étant significatif parce que c'est juste une impulsion. D'accord? Une impulsion purement fondamentale. Le prix, par je ne sais quelle force, quel miracle, peut décider aujourd'hui de casser ce
ce support du biseau pour essayer de repartir. Pour moi, ce serait trop tôt. Ce serait vraiment un départ trop tôt, un retour trop tôt. Donc, en gros, ce sera vraiment très peu probable que l'on retourne. Essayer avec ce petit niveau-là d'aller casser la résistance de 30 000 $. Pour moi, ce serait pas aussi logique que ça. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est pas aussi logique que ça. Sauf si on a vraiment une succession de nouvelles permettant justement de vraiment avoir assez de liquidité sur le Bitcoin, une injection de liquidité. Bon, actuellement, comme c'était juste une impulsion, on peut avoir un mouvement selon lequel on va venir pullback. En l'occurrence, on va venir ici. Et donc, ça, tac, ça peut faire du sens qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'on revient ici, pullback. Vous avez que là, on a cassé ce niveau-là. Donc, on vient ici, on fait un pullback sur le support du biseau et on redescend chercher de la force pour essayer de repartir. Ça, pour moi, ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réellement compter sur cette impulsion-là, compte tenu du fait que c'est une impulsion purement fondamentale. Jusqu'à preuve du contraire, s'il n'y avait pas eu la victoire de Grayscale, on n'allait pas potentiellement avoir un Bitcoin qui allait faire ce mouvement-là et les autres crypto-monnaies avec. On a eu un BNB qui est reparti toucher la barre significative quand même de 230 $. C'est très intéressant quand on sait qu'on avait un BNB qui depuis est allé jusqu'à 203 $ et que normalement on avait peur que BNB aille toucher des niveaux relatifs à 180, 100 $. Pourquoi? Parce que là-bas on pourrait maintenant rentrer dans de l'imbalance et puis ce qui pourrait être très dangereux. Ce sont des niveaux techniques très dangereux. Donc voici un peu de façon globale ce qu'il y a eu sur le Bitcoin. Voici pourquoi le Bitcoin a eu à repartir. Donc il faut juste considérer ça comme une impulsion et en tant que tel. Oui, ça va. Tu voulais dire quelque chose? Je suis avec une amie là, justement. Elle découvre la crypto. Elle découvre le système. Ah, d'accord. Non, mais moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu sauras lui dire ce qu'il faut. En tout cas, pour ça, moi, j'ai confiance. Par contre, je félicite les gars sur le groupe là de formation. Parce que, mon Dieu, ils deviennent riches. Mais moi, je te dis. C'est étape par étape. Hein. Voici pourquoi. Voilà, étape par étape. Mais, les gars, faut pas vous moquer de moi, hein. Parce que moi, je connais rien. Ils sont trop forts. Quand je vois des 1000 et quelques $, waouh! Jusque là, c'est comme je disais. Je suis quand même contente de voir qu'ils se débrouillent bien, tu vois, ça fait plaisir. Là, on est en phase d'apprentissage, on teste des stratégies. Et puis ceux qui écoutent là, il faut rentrer dans leur groupe et c'est très intéressant. Franchement, je vous dis, Wiz nous fait transpirer, mais c'est bien. C'est bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières encore? Bonsoir, Wiz. Bonsoir. C'est Brooks, comment va? Non, c'est tranquille, mais j'étais en train de chercher en fait. Il y a pas mal de nouvelles qu'il faudrait toujours prendre en compte et évaluer ce que ça implique. Est-ce que c'est une nouvelle qui aujourd'hui, regardez par exemple le Shiba Inu. Il y a eu un mauvais lancement du Shiba Inu. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait l'effet contraire tant attendu depuis 2022 sur la sortie de la blockchain de Shiba Inu qui lui propulserait en termes de layer 2. Et donc, les gens attendaient une hype, mais c'est plutôt le contraire qui se passait. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il toujours garder du Shiba Inu? Faudrait-il toujours avoir de l'espoir? Donc, tout ceci va dépendre tout simplement de l'évolution du prix. Regardez par exemple, on a le Litecoin. Le Litecoin en baisse de 35%, la faute à son halving. Techniquement, le halving est un phénomène qui est censé permettre une prise de valeur plus tard. Mais on dit que le XRP perd de la valeur à hauteur de 35% à cause de son halving. Donc finalement, les informations, comment est-ce que le marché prendra ces informations? Le ressenti du marché vis-à-vis d'une certaine information. Et voilà. Par exemple, ici sur le BNB, vous voyez que c'est vrai. On a eu cette hype, un mouvement qui a engendré une hausse, mais ça ne signifie pas que nous sommes sortis de l'auberge. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans ce niveau-là. Et donc, nous sommes dans ce niveau. Et on était ici dans un niveau que moi j'appelle quand même assez inquiétant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin vient donner quand même un peu d'air au marché crypto et du BNB en général. Et la tendance générale sur le BNB, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge. Où est-ce qu'il faut continuer à acheter? Donc regardez par exemple sur le Bitcoin. On a une tendance, on est plus ou moins entre neutre et acheteur. C'est comme ça. Le marché va réagir en fonction tout simplement des news. Mais ça ne veut pas dire que la réaction du marché doit nous faire oublier la situation générale dans laquelle nous sommes. Et la situation générale dans laquelle nous sommes, comme je dis tout le temps, c'est une situation de bear market.
aussi longtemps qu'on est dans le bear market, les gens devraient s'habituer à ne pas trop attendre du marché. Oui, bonsoir, Will. En fait, moi, ma question, c'est toujours, comment on appelle ça? C'est dans l'investissement. Et ce que je veux savoir, est-ce que quand tu ordres une monnaie, par exemple, tu as dit que tu as un actif, tu prends un actif aujourd'hui à peut-être à $20, tu mets $20 sur la monnaie, et puis tu ordres cette monnaie-là. Et bon, non, pardon, tu fais du staking avec ça. Et puis, tu veux racheter encore la monnaie pour, si tu veux racheter encore la monnaie sur la même plateforme. Est-ce que quand tu rachètes, ça va se holder directement et ça va se staker directement, ou bien tu dois encore, je sais pas si tu comprends, il faut reprendre encore le staking encore. Nous sommes sur Binance là. On vient à la partie Earn. Partie qui est relative à quoi? Auto-subscribe. En l'occurrence, c'est du staking automatique. À Simple Earn, je prends 30 jours. S'abonner. Donc, je vais mettre dedans un staking. On me dit que le quota disponible, c'est 10 000 dodo. Donc, je pense que c'est le maximum parce qu'il est supérieur à 1. Donc, il me faut 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais vouloir staker ça, on me dit que sur 30 jours, j'aurai des intérêts relatifs à 0,00 dodo. C'est très insignifiant. Si je mets sur 60 jours, j'aurai des intérêts relatifs à ça, à 6%. Le staking, c'est pas pour devenir millionnaire chaque fin de mois. Le staking, c'est pas pour gagner 100 000 francs chaque fin du mois. Je vous ai démontré ici par des vidéos sur YouTube que les personnes qui vous disent oui, vous allez gagner $100 en staking par mois, vous allez gagner $400 en staking par mois, à moins que vous n'ayez une très grosse liquidité, c'est du n'importe quoi. Ce sont des titres à dormir debout. C'est vraiment du n'importe quoi. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller regarder des vidéos sur ça. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'abonnement automatique. Ça veut dire que lorsque je vais souscrire à ce niveau-là, j'aurai la possibilité d'appuyer sur automatique ou non. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les jetons qui seront gagnés en termes de récompense vont se réinjecter automatiquement. Mais aussi, si je viens à acheter du dodo à nouveau, la quantité que j'ai achetée, lorsque le staking automatique va se produire, ça va directement partir le nombre de pièces déjà en staking. Donc, j'aurai plus besoin d'à chaque fois refaire la transaction. Est-ce que c'est bon? Oui, j'ai une question. Bonsoir, Will. Bonsoir. Bonsoir, King. J'espère que ça va. Je vais bien, merci. Merci pour le live, vraiment. Sans prix. Ok. Je voulais demander, en fait, avec cette news ici que nous avons eue de la victoire de Grace, on a vu cette montée vraiment significative des Bitcoin. Alors, nous sommes dans le groupe privé Telegram. Est-ce que ça peut être un moyen de prendre, donc d'étudier la corrélation du mouvement du Bitcoin à la hausse de ces cryptos qu'on essaie de holder? Ça peut être un bon moyen d'étudier, de voir comme le Bitcoin a fait ces montées-là. Est-ce qu'on peut étudier nos cryptos là qu'on est en train de suivre? Ça bougeait de combien de pourcentage? Oui, c'est pas mauvais. Hein. Ça va nous permettre de voir à quel point Bitcoin peut impacter les crypto-monnaies qu'on hold quand cette dernière vient à prendre de la valeur. Généralement, c'est en fonction de comment est-ce que ces projets se comportent qu'on va renforcer les positions. Concernant, alors, qu'est-ce qu'on doit faire concernant les airdrops qu'on nous envoie là, soi-disant les cadeaux, les NFT, même si c'est pas maintenant qu'on doit faire. Je ne comprends plus rien. Comment faire lorsqu'on reçoit des cadeaux empoisonnés? Normalement, c'est ça, autrement dit de la phrase. Si c'est empoisonné, justement, c'est ça. Bon, déjà, c'est vrai que la majorité en ce qui concerne les NFT, actuellement, c'est plus relatif aux arnaques. Mais n'oubliez pas que les NFT font partie intégrante du marché crypto et de la blockchain. Donc, si les NFT arrivent sur SafePal, le fait que l'on ait peur d'être piraté à cause de plusieurs tentatives de hackers utilisées actuellement ne doit pas nous faire oublier que le marché des NFT existe et que très certainement, on va en avoir besoin. Bon, pour les NFT que vous avez achetés vous-même, des airdrops, pour des airdrops qui ont été certifiés, lorsque ça arrive, normalement, c'est tranquille, c'est censé être safe. Mais si c'est un airdrop auquel j'ai pas participé, je m'en vais un matin, je vois ça clandestinement dans mon portefeuille, je dois me méfier. Mais quand je me méfie, premièrement, qu'est-ce que je me dis? Je vais d'abord chercher, voir si
l'airdrop là, c'est vraiment un truc qui a été largué de façon gratuite. Maintenant, si c'est un truc qui a vraiment été largué de façon gratuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être éligible d'une façon directe ou indirecte? Quand c'est suspect, signalez toujours. Mais avant de signaler, faites d'abord la recherche. Une fois la recherche a été effectuée, vous êtes conscient, sûr que vous n'avez rien fait pour bénéficier d'un airdrop de 1000 $. Franchement, signalez. Tout ce qui est flou, même dans le marché crypto, que vous investissez en crypto, en immobilier, tout ce qui est flou, enlevez votre corps et esprit de là. Oui, bonsoir, Will. Bonsoir. Je t'ai découvert il y a pas longtemps. Et on a un petit peu échangé. Sur WhatsApp? Oui, tout à fait, oui. Et donc, je compte, intégrer le Telegram privé en début de mois de septembre. Et donc, parce que bon, j'aime bien ton travail, ton sérieux. Donc, voilà. Et bon, j'ai quand même une certaine base. Et ce qui est important, enfin, voilà, pour nous tous, hein, je dis pas ça pour toi, hein, mais pour nous tous qui sommes novices ou on a quelques notions, ce qui est important, c'est la sécurité. Et voilà, il sert à rien d'avoir des milliers d'euros, enfin, ou de dollars sur des cryptos ou autres, si on ne sait pas sécuriser un portefeuille. Parce que, enfin, je trouve que c'est super important, parce que si c'est passé avec FTX et autres, c'est tout ça, ça peut potentiellement arriver à Binance. Et on voit tous, hein, que Binance est attaqué de toutes parts. Ils veulent absolument le faire tomber, le mastodonte. Parce qu'ils veulent absolument que ce soit Coinbase qui prenne le relais, qui devienne le nouveau Binance, qui prenne sa place. Parce que justement, c'est américain. Et BlackRock l'a dit récemment que voilà, qu'il se portait garant de Coinbase. Et il a même, c'est un signal qu'il a donné très fort à la SEC pour laisser tranquille Coinbase. Et donc je dis ça, c'est juste pour voilà, parce que si ils font tomber Binance, ça va être la catastrophe pour tout le marché crypto. Ça, c'est clair et net. Et là, tout ce qu'on voit, les mouvements, comme tu as dit tout à l'heure par rapport à la montée de Bitcoin qu'on a vu, c'est clair que c'est pas du tout sain. C'est pas du tout un mouvement normal, naturel pour une crypto. Et d'après, enfin voilà, pas mal de dires, de gens ultra, voilà, enfin des hedge funds, des gens ultra compétents, ils veulent absolument, faire s'écrouler le marché pour justement que BlackRock ils raflent la mise. Voilà. Donc c'est juste pour dire, voilà, il faut pas tout de suite. C'est vrai que moi quand j'étais vraiment ultra novice, je découvrais le monde de la crypto. C'est vrai qu'on voit un mouvement comme ça, des bougies qui montent comme ça, on est super content, super heureux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on fait pas attention aux fondamentales. Et ça, c'est vrai que quand on est débutant, c'est pas de notre faute, c'est avec l'expérience qu'on acquiert justement tous ces automatismes. Et voilà, juste être prudent. Et moi, mon problème, c'est pour ça, quand je vais intégrer, c'est pour ça que j'ai pas posé la question, mais parce que je sais que la réponse sera dans ton canal privé. C'est juste comment faire pour justement, j'ai déjà commencé, à choisir, à investir dans pas mal de crypto pour le prochain bull run, pour le préparer. Mais justement, comme on n'a pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas quel crypto va faire fois 50, fois 100. Comment gérer et choisir les bonnes cryptos sur quel, sur quoi, sur la DeFi, sur quel secteur. Comment faire? Je sais qu'on n'a pas de réponse
personne n'a la réponse, parce que sinon, la personne elle deviendrait multimillionnaire, prochain bull run. Mais voilà, comment dire, pour maximiser nos chances, justement, de faire de choisir les bons projets. Voilà. Pour ça, j'ai pas posé la question tout à l'heure, parce que bon, je sais qu'en intégrant ton canal, je pense qu'il y a la réponse, je pense. Alors, déjà, merci beaucoup, parce qu'à la fois, il y a la question, mais il y a aussi d'abord, préalablement, il y a la contribution. Et ça, c'est très important. Surtout le côté relatif, non seulement à la sécurité, le point qui a été mis sur Binance, en gros, Binance est en difficulté, en ce sens où, quand on est grand, on a potentiellement des grands problèmes, donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, il y a un enjeu politique qui est là, parce que les cryptos, c'est plus juste des particuliers, en l'occurrence vous et moi, qui viendront investir dans les crypto-monnaies, mais il y a aussi des personnalités morales. Et donc, qui dit personnalité morale, dit gros apport en termes de liquidité. Là, on parle de JP Morgan, on parle de BlackRock, on parle de MicroStrategy et tous ces gens-là. Et donc, forcément, on veut avoir sa place. Et en plus d'avoir sa place, on veut avoir sa part du gâteau. Donc, pas étonnant que Binance soit titillé là. On voit un peu les initiatives de Coinbase. On voit comment il y a une prise de position en ce qui concerne la défense de Coinbase. Et donc, de façon générale, on veut mettre les bâtons dans les roues à Binance. Bon, il faut toujours prendre en compte toutes les possibilités. Hein. Le futur est une succession de probabilités. Et donc, toutes ces probabilités peuvent arriver, mais il faut toujours avoir un scénario dans lequel on n'est pas à 50% dépendant, on n'est pas à 100% dépendant de quelque chose. Et donc, là, c'est déjà important pour nous d'avoir un minimum de même mise sur nos propres crypto-monnaies. Et là, pour ce faire, on peut utiliser des portefeuilles, disons, décentralisés et tout, etc. Mais après, quand on va creuser dans le fond, parce qu'il faut toujours relativiser, quand on va creuser, on va se rendre compte que le gars qui nous dit, oui, il faut utiliser Trust Wallet, il faut utiliser SafePal et tout, etc. Oui, c'est vrai, il faut utiliser ça. Mais après, si l'entreprise SafePal tombe, si l'entreprise Trust Wallet tombe, si l'entreprise Ledger tombe, nos crypto-monnaies tombent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que sur un terme assez considérable, prôner les portefeuilles décentralisés, c'est encore plus intéressant que de prôner uniquement les portefeuilles tels que Binance ou bien Binance. Il n'y a pas que la liquidation de ces entités centralisées, mais il y a aussi tout simplement le fait qu'il y ait des restrictions. Par exemple, on peut avoir 100 000 $ sur Binance, on est restreint. Ce qui va pas potentiellement arriver aussi facilement que ça si on les laisse sur Exodus ou bien sur SafePal. Donc, il y a ces avantages et les inconvénients. Bon, maintenant, pour ce qui est relatif à la sélection d'une crypto-monnaie. Moi, avec ma tête dure que j'ai, permettez, je m'associe pas trop avec la phrase relative à on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez un peu. Je dis souvent qu'il y a plusieurs probabilités, il y a plusieurs possibilités et je m'efforce d'énumérer les unes après les autres. Si elles sont 10, il faudrait que j'ai au moins matérialisé ces 10-là et je vois en termes de logique ce qui serait à même de plus arriver ou pas. Bon, il y a des gens aujourd'hui qui vont potentiellement pas réagir comme ça, pas raisonner comme ça. Ils vont se dire, si j'ai 200 $, j'investis sur du Shiba Inu, peut-être ça peut atteindre 100 000 $, $1 au prochain bull market ou 100 000 $ au prochain bull market. Or, avancer comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que on nihilise tous les fondamentaux du marché crypto. Et là, ça revient à la question qui a été posée, celle de savoir comment sélectionner pas nécessairement un projet qui va faire 100 millions, qui sera le prochain bull market, qui sera le prochain Bitcoin, qui va nous permettre d'aller sur Mars. Non, au moins un vrai projet. Ça, c'est un autre c'est un autre hauteur. On peut sélectionner un vrai projet. C'est dans nos capacités. Et quand je dis on peut sélectionner un vrai projet, ça signifie que il y a des piliers sur lesquels on peut se positionner ici dans le terme de dans le côté fondamental, d'analyse fondamentale, pour décider d'investir avec considération ou une considération moindre sur un projet. Et justement, dans le canal privé, j'en ai parlé. J'en ai parlé pourquoi? Parce que lorsque je présente des projets, j'essaie de présenter au fond l'idée du projet. On va faire quelque chose de simple. Je veux prendre un projet tel que... Je spoil en même temps parce que je compte faire une vidéo sur ça. Je prends un projet tel que... Non, je vais prendre Kaspa. Kaspa, par exemple. Kaspa est un projet assez intéressant.
si je viens sur CryptoBubble, c'est pratiquement... C'est CryptoBubble ou Bubble Map? Ok, oui, c'est CryptoBubble. Je viens sur CryptoBubble. On vient sur l'année. On voit que en année, le projet ayant le plus performé, c'est Caspa. Et d'ailleurs, là, c'est plus 1226 $. Mais ce que Caspa propose, c'est tout simplement intéressant. Et donc, ces statistiques ne m'étonnent pas. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ça va réunir plusieurs points fondamentaux qui sont importants et nécessaires. Bon, si tout de suite, là, on me disait, oui, comment choisir un projet crypto en termes de laisse-moi tout ce que tu me dis de oui, aspect, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour choisir un projet crypto, genre, sur quoi je dois me baser premièrement? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et par la même occasion, il ne devrait pas avoir de projets qui ne servent à rien. C'est-à-dire que même s'il y a un shitcoin, au moins s'il sert à de la spéculation. Il n'y a pas un projet qui ne sert à rien. Tant qu'un projet sert à rien, je ne vois pas quelqu'un qui irait adopter quelque chose qui ne sert à rien. Je ne vois pas quelqu'un qui va faire une initiative qui n'aboutira à rien. Et que donc, en ce sens, au moins, il faudrait que lorsqu'on touche un projet, premièrement, on y voit de l'utilité. Regardez, ça fait plus de 20 000 fois qu'on a dit que Bitcoin devait mourir. Mais ça fait aussi plus d'une décennie que Bitcoin a une tendance croissante. Donc, c'est vous dire que premièrement, il faudrait déjà qu'un projet ait une utilité. Une utilité, c'est très important. Maintenant, après, quand on va vous dire oui, il faut regarder la tokenomie, il faut regarder les positions sur le projet, il faut regarder l'avancée du projet, il faut regarder la feuille du projet, tout ça, c'est secondaire et tertiaire. Premièrement, le projet devrait servir à quelque chose. Regardez où on se dirige. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens ne soient pas naïfs. Regardez où on se dirige. On se dirige vers la résolution du trilemme de la blockchain. On se dirige vers l'apport en termes de problèmes d'interopérabilité. On se dirige vers la proposition de solutions blockchain. Donc, vous pensez vraiment que on est en train de se diriger vers ce monde-là, un monde où on peut proposer des solutions. Et moi, je vais, par exemple, tenir des débats relatifs à, oui, peut-être que Baby Doge va avoir 2 millions, va atteindre 10 $ en 2025. Ça, c'est des débats désolé, mais c'est des débats que généralement on trouve en Afrique, où on est seulement basé sur le gain, on ne met pas l'aspect technologique devant. Et donc, nous ne sommes plus à un niveau, en tout cas pas à l'heure actuelle, dans le marché crypto, où on doit investir dans les projets sans nécessairement savoir ce que ça implique. Par la même occasion, on pourra bénéficier. Mais aujourd'hui, il est en question qu'on investisse dans les projets qui n'ont pas de fondement. Et bien évidemment, dans le canal privé, on le voit. Donc voilà. Oui, allez-y. En fait, voilà, je veux savoir, sur le portefeuille Cefal. Oui, sur Cefal. Sur Cefal, j'ai l'impression que c'est pas il faut forcément qu'on achète physiquement le portefeuille. Parce que je voulais ouvrir un compte là-bas, mais j'ai l'impression qu'il faut l'avoir physiquement et puis voilà, après le connecter. Ou bien, est-ce que je sais pas, c'est moi qui pose la question, mais est-ce que c'est en ligne, en fait? Sans qu'on ait l'achète, voilà, physiquement. Ah, d'accord. En fait, ce portefeuille-là, c'est ce qu'on appelle un cold wallet. En gros, c'est un portefeuille c'est pas en ligne. Ça veut dire que ici, c'est comme si j'ai une clé Ledger. C'est l'équivalent d'une clé Ledger, par exemple. C'est un cold wallet. Et là, comment ça s'affiche ici? C'est ce qu'on appelle un portefeuille logiciel. C'est-à-dire que ça, on le télécharge dans le téléphone et ici, on l'achète. Maintenant, ici, lorsque vous allez faire l'enregistrement, page d'accueil, on va vous dire portefeuille matériel ou logiciel. Il faut cliquer sur logiciel. Lorsque vous cliquez sur logiciel, ça va vous donner la possibilité de récupérer vos 12 mots. Mais si vous cliquez sur matériel, c'est que c'est comme si c'est celui-là que vous demandez en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc il faut cliquer sur logiciel. Ce qu'on a dit que oui, le dernier Bitcoin sera miné en 2140, ça peut ne pas arriver, c'est possible. Demain, la Chine peut se réveiller, la Chine bombarde, les États-Unis rentrent en guerre mondiale, tout part en feu, la planète explose. Tout est possible. Donc, dans ce tout est possible, sachez que votre travail à vous, c'est de vous sécuriser aussi bien que possible. Ça va, j'espère que tout le monde n'en sortira pas bredouille et que potentiellement il y a des gens qui auraient appris. Oui, bonsoir. Je vous entends très mal. Hein. Ok. Oui. Sur l'application comme MarketCap là. D'accord. Oui, MarketCap.
Par exemple, si tu veux faire les recherches sur crypto-monnaie, tu tapes dans la barre de recherche et tu vas voir que lorsqu'on va te faire sortir la crypto-monnaie, on te donne son rang et sa captation boursière et tout. Il y a à côté, à droite, il y a communauté et encore il y a actualité. Ainsi de suite comme ça là. Oui. Oui, on va tester. Allons, on teste Shiba. C'est bon? Oui. Donc on check Shiba là. C'est bon? Ah oui. Donc on a ici le graphique, on a le marché. Le marché, ce sont tous les échangeurs sur lesquels on peut acheter du Shiba. Ensuite, on a actualité. Actualité, ce sont toutes les informations relatives à Shiba Inu, un peu tous les jours. Donc ici, c'est 5 heures de temps, 5 heures, 4 heures, et ainsi de suite, etc. C'est tout l'actualité. Ensuite, on a à propos. À propos, c'est un condensé, c'est un résumé sur le projet. Pourquoi Shiba est né? Est-ce que Shiba veut manger les os? Est-ce que Shiba veut s'envoler sur Mars? Tout ça. Ici, on a de l'analyse. L'analyse, en gros, ce sont toutes les données, on va dire quoi? Des avoirs des baleines. Combien est-ce que les baleines, quelles sont les positions des baleines sur du Shiba Inu? Ici, c'est les adresses par pression, donc potentiellement les plus importantes aux moins importantes. Les adresses par durée de possession, en l'occurrence, c'est les adresses qui hold du Shiba Inu depuis une longue période, et etc., etc. La préoccupation est à quel niveau? Ma préoccupation, c'est au niveau de l'actualité. Oui, actualité. Si par exemple, tu fais les questions crypto-monnaie, et tu veux voir les actualités sur cette crypto-monnaie. Et quand ça affiche qu'il n'y a rien, par exemple, ça s'affiche pas ici. Ok. Bon. Normalement, une crypto-monnaie qui vit. Oui, allez-y. Donc, je voulais savoir que est-ce que ça signifie que le projet n'existe plus ou bien c'est comment? Bon. Mais par rapport au niveau d'actualité, là, tu peux voir que par exemple aujourd'hui le 29, tu peux voir que au niveau de la communauté, là, tu peux voir que la communauté réagit là-bas. Ok. Bon. Normalement, une crypto-monnaie n'est pas censée ne pas être vivante. Elle doit vivre. Et pour qu'une crypto-monnaie, les preuves qui montrent qu'elle vit sont potentiellement multiples. Donc, on pourra avoir l'interaction communautaire, c'est vrai. On pourra avoir l'actualité. On pourrait avoir les innovations sur le projet, le respect de la feuille de route. Pas mal de trucs. Bon, je peux en citer 10 points. Maintenant, l'actualité, le manque d'actualité à elle seule, à lui seul, autant pour moi, ne définit pas la mort d'un projet. Souvent, il y a des jours, il n'y a pas d'actualité, genre, il n'y a pas d'innovation. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Ça, c'est très important. La voix du silence. Maintenant, si c'est fréquent, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça peut être relativisé. En fait, on peut nous montrer que l'actualité, le projet avance, alors qu'en réalité, il est mort, ça fait 4 ans. Je vous prends un exemple simple. Le Monero. Le Monero, il y a quelques mois, sur le Monero, il y a quelques mois, je vais couper les micros, ok. Sur le Monero, il y a quelques mois, on a découvert une faille qui a duré 3 ans. Mais juste avant la découverte, le projet fonctionnait normalement. Donc, c'est vous dire à quel point un seul point sur tout un écosystème ne peut pas déterminer sa viabilité ou encore sa chute. Il faut toujours, c'est comme en trading. Un seul indicateur ne peut pas déterminer la confirmation d'un scénario. Il faut plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de supprimer des possibilités pour essayer de garder la possibilité la plus plausible. Donc, s'il n'y a pas aussi d'actualité, il faudrait regarder sur un autre site qui nous permet d'avoir des informations. Pourquoi? Parce que CoinMarketCap peut être en retard sur les informations d'un projet. Mais c'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile que 4 sites crypto se trompent sur les informations d'un seul projet. Il faut toujours utiliser plusieurs outils. Maintenant, après, il y a des outils que je vous ai montrés sur YouTube pour savoir
aussi bien si une crypto-monnaie peut avoir de l'avenir ou si une crypto-monnaie est en train de die. Donc voilà. C'est bon? Ok, d'accord. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. J'aimerais demander plusieurs questions. Oui, allez-y. Bon. La question que je voulais demander est que comment la personne est-ce que tu peux à une crypto-monnaie lui baisser jusqu'à 99, moins 99? Qu'est-ce qui peut pousser une crypto-monnaie de chuter jusqu'à moins 99? Oui. La chute d'une crypto-monnaie jusqu'à moins 99 est proportionnelle à un niveau précédent. Je vais vous montrer ça. En fait, une crypto-monnaie ne chute pas à moins 99 pour rien, en partant de rien. C'est forcément par rapport à un niveau atteint. Bon, ok. Ici, j'ai la crypto-monnaie Cardano. On me dit que Cardano, conformément à son ancien ATH, je vais zoomer, conformément à son ancien ATH, conformément à son ancien ATH, est en chute de moins 91%. Ça ne signifie pas que parce que c'est en chute de moins 91%, conformément à son ancien ATH, que Cardano est mort. Ce qui fait en sorte que les projets chutent, c'est parce que, avant de vous demander ce qui fait en sorte que les projets chutent, posez-vous la question relative à qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils prennent de la valeur. Parce que c'est cause à effet, c'est fait contraire. Un projet prend de la valeur parce que il vient d'être listé, on a entendu que ça peut être considérable, on a entendu qu'il peut être très spéculatif, les gens viennent, ils achètent ou ça monte. Donc c'est sur le moment, ce sont les sentiments du moment. Après, le projet doit faire ses preuves. Donc, pour qu'il fasse ses preuves, on comprend aussi le fait que les gens quittent le projet. Et quand les gens quittent le projet, mais il doit toujours prôner sa technologie, il doit toujours être solide, il doit toujours innover, avancer pour qu'il rappelle les gens. Donc, c'est ce qui va faire sortir la phrase selon laquelle ne vous fiez pas toujours sur l'ATH d'une crypto-monnaie pour déterminer si celle-ci va encore prendre de la valeur. Parce que l'ATH n'est que le ressenti à l'instant T du listing ou de la proposition des services d'une crypto-monnaie, tout simplement. Il y a des projets qui ont été listés. On a dit qu'ils allaient être le prochain Shiba, le prochain Bitcoin. Forcément, quand les gens entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils achètent. Après quelques temps, ils se rendent compte que bon, c'est pas aussi important que ça. C'est pas aussi intéressant que ça. Quand on nous l'a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. C'est maintenant au projet de montrer que ce qu'il a dit, qu'il veut être, il le sera. Et quand il le devient, les gens reviennent acheter, ça explose. Voici pourquoi Bitcoin, malgré qu'on dise que Bitcoin va chuter, Bitcoin chute. Les gens voient l'utilité de Bitcoin, ils rachètent et ça remonte. Donc, qu'est-ce qui se passe? On achète. Lorsqu'on en a besoin, on achète. Lorsqu'on n'en a pas besoin, on vend. Lorsqu'on a besoin, on achète. Lorsqu'on n'a pas besoin, on vend. Mais si on a plus besoin, que le fait de vendre, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Et c'est ce mouvement d'achat et de vente qui a créé quoi? Le cycle de marché. Donc, à un moment donné, on achète du Bitcoin. Ça crée quoi? Le cycle haussier. Et à un moment donné, on vend, ça crée quoi? Le cycle baissier. Et donc, quand nous, on vient dans le marché, on doit savoir quel était son cycle haussier, quel était son cycle baissier, pourquoi ça a chuté. Et si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets tels que, par exemple, ICP, Internet Computer, un projet qui est parti jusqu'à 700 $. Aujourd'hui, c'est un projet qui s'est négocié à 4 $, 5 $. Quelqu'un qui arrive, il va se dire, ah, ça a chuté depuis son ancien ATH. Si je rachète à 4 $, ça va peut-être retourner à son ancien ATH ou partir à 1000 $. Il n'a pas fait de bonnes analyses. Puisqu'en réalité, le projet est peut-être mort. C'est comme quelqu'un qui va venir acheter du Luna classique actuellement. Il va se dire que l'ATH c'était 100 $. Bon, ça a chuté jusqu'à 0,000. Bon, je rachète. Quand ça va repartir à 100 $, je serai millionnaire. Hein? Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que le projet est mort. Donc, il faut toujours étudier les projets dans lesquels on investit. Mais surtout, souvenez-vous du fait que je vous avais montré l'historique des projets sur CoinMarketCap. L'historique des aperçus. Regardez, il y a des cryptos qui sont ici, là. Ça, c'est depuis 2015. Il y a des cryptos qui sont ici, là. Qui étaient en tête en 2015. Qui, lorsqu'on va retourner en 2023, sont des projets qui sont déjà morts. Et c'est là où le frère qui est passé là, a vraiment posé une bonne question. Quand il a dit,
Sur quoi doit-on se baser pour investir dans un projet? C'est une question intéressante. Oui, ça va, merci beaucoup. On pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. Ouais, il faut laisser quelques questions pour vendredi. Oui. Donc, je vous exhorte à aller chercher. Venez avec des questions. Venez même avec des débats. S'il y a lieu de faire un débat, on pourra discuter, on pourra échanger. Je pense qu'on se dit à très bientôt. Ok. À bientôt, tout le monde. À bientôt. Portez-vous bien. Dieu vous protège. Et donc, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Allez, peace out. Peace out.